Bienvenue dans cet épisode où nous explorons un processus aussi fascinant que déterminant dans toute relation, le transfert et le contre-transfert. Mais qu'est-ce que le transfert? En une phrase, je dirais que le transfert, c'est le passé qui s'invite dans le présent. Le transfert, c'est ce truc qu'on fait tous sans même s'en rendre compte. C'est quand notre passé se rejoue dans la relation, quand on projette sur quelqu'un des émotions ou des schémas qui ne le concernent pas directement. En fait, chaque interaction est traversée par des transferts et des contre-transferts, la plupart du temps inconscients. Dès que nous entrons en relation avec quelqu'un, nos expériences passées, nos croyances et nos blessures influencent immédiatement la manière dont nous percevons notre interlocuteur et dont nous interagissons avec lui. C'est automatique, souvent invisible, mais bien réel. Ce transfert peut être subtil. Par exemple, une confiance immédiate envers une personne sans raison apparente. Ou, au contraire, une méfiance instinctive ou même une attente implicite de reconnaissance. Lorsque nous transférons ou contre-transférons, ce n'est pas l'autre tel qu'il est réellement que nous voyons, mais une version filtrée, pour ne pas dire déformée par notre histoire. D'autres exemples peut-être? Oui, un client qui projette sur son coach de vie une figure paternelle et cherche désespérément son approbation. Un autre qui rejette en bloc ce que lui propose son coach de vie comme s'il représentait une autorité qu'il a fui toute sa vie. Ou une personne qui évite toute introspection parce qu'elle a appris, toute petite, que montrer ses émotions, c'était dangereux. Tout ça, c'est le passé qui s'invite dans le présent. Mais Carl Gustav Jung explique que le transfert n'est pas juste un reflet du passé, mais une rencontre inconsciente entre deux psychés. C'est alors une connexion d'inconscient à inconscient où l'on projette sur l'autre des parties méconnues de soi-même. Et parfois, ces transferts réveillent nos ombres, ces parties de nous que l'on préfère éviter mais qui, dans la relation, refont surface. Mais nous ne sommes pas totalement impuissants face aux transferts et contre-transferts. Le fait de les identifier, par exemple, permet d'éclairer sous un jour nouveau nos interactions, de comprendre ce qui influence nos perceptions et nos réactions. Mais comme dirait l'autre, comment ça marche tout ça? Depuis tout petit, nous accumulons des représentations du monde, ce que nous avons ressenti et appris dans notre famille, à l'école, dans notre culture, ce que nous avons intégré de nos expériences de vie, engrangé et mémorisé dans nos rapports avec autrui depuis notre plus jeune âge, façonne notre grille de lecture de la réalité. Enfin, ce que nous croyons être la réalité. Bon, ça c'est un autre sujet. Revenons à cette grille de lecture. Elle n'est pas toujours fiable, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle nous enferme dans une vision subjective, un prisme déformé qui impacte nos relations. Quand nous rencontrons quelqu'un, nous projetons systématiquement, consciemment ou pas, le plus souvent inconsciemment, il faut le dire, notre histoire sur lui, c'est-à-dire nos attentes, nos blessures, nos croyances. Tout cela se mélange et influence notre manière de voir cette personne et d'interagir avec elle. Cela s'appelle le transfert. Par exemple, en coaching de vie, le client peut transférer sur son coach des émotions liées à son passé ou attendre du coach de vie quelque chose de particulier, un comportement, une aide, un secours, une reconnaissance qu'il attend depuis longtemps dans sa vie, mais qu'il attend de quelqu'un d'autre. C'est ainsi que le client transfère sur son coach de vie une situation personnelle de son passé. Le transfert, c'est quand nous rejouons une dynamique ancienne dans une situation du présent. En d'autres termes, lorsque le passé s'invite dans le présent. Bon, il est temps que je vous raconte une histoire. Il était une fois. Oui, parce que toutes les histoires commencent par il était une fois. Il était une fois deux sacs à dos qui se croisaient. Ah oui, il faut que je vous dise. Nous avons les uns et les autres nos sacs à dos respectifs. Et lorsque nous échangeons avec quelqu'un, ce sont nos sacs à dos qui interfèrent en premier, c'est-à-dire notre lot de mémoire, de ressentis refoulés, d'histoires du passé non résolues. Bref, tout ce qui constitue notre vie jusqu'à aujourd'hui se trouve dans nos sacs à dos. Bon, revenons à nos sacs à dos. Que font-ils lorsque nous avançons vers une personne? Eh bien, ils se jaugent depuis déjà quelques instants. Ils s'observent, ils se reniflent, si je puis dire. Et avant que nous ouvrions notre bouche pour dire bonjour, eux, en deux temps, trois mouvements, ils avaient déjà engagé la conversation.
Et que se raconte-t-il depuis quelques instants? Bah, des histoires de sac à dos, bien sûr. Ils se racontent d'inconscient à inconscient, de sac à dos à sac à dos. Ils se racontent et s'échangent leurs histoires, des bouts de vie, des souvenirs, des croyances, des blessures, des réussites, des échecs, etc. Tout ce qu'ils ont accumulé au fil du temps. Et quand un événement de notre passé entre en résonance avec celui de l'autre, alors là, c'est le pompon, c'est le summum. Le transfert est alors direct. Mais ces histoires, ce ne sont pas de simples passades. Ce sont des morceaux de vie, des souvenirs, des blessures, peut-être des rêves. Chaque sac est rempli de ce que son porteur a accumulé depuis toujours. Des croyances, des expériences passées, certaines heureuses, d'autres douloureuses, des peurs, des espoirs, des désillusions, des figures qui ont marqué son chemin. En résumé, le transfert, c'est lorsque nous projetons sur une personne des émotions et des schémas relationnels issus de notre passé. Il est souvent inconscient et repose sur des expériences non résolues qui cherchent à être questionnées, travaillées, revisitées et intégrées. Jung considère que nous avons tous une ombre, ces parties de nous-mêmes que nous préférons oublier mais qui se révèlent à travers le transfert. C'est bien plus qu'une répétition. C'est un appel du passé, un passé qui cherche à se réguler, sinon à se régler. Et le contre-transfert? Le contre-transfert, c'est par exemple lorsque le coach de vie réagit à un transfert de son client. Car bien sûr, le coach de vie aussi porte son sac à dos. Lui aussi a ses expériences, ses croyances, ses conditionnements. Et parfois, il réagit au transfert de ses clients sans le vouloir, souvent sans en être conscient. Des exemples? Un coach de vie qui ressent une empathie excessive pour un client. Pourquoi? Parce qu'il lui rappelle quelqu'un dans son passé qu'il a voulu sauver, par exemple. Ou lorsqu'un coach de vie est agacé par un client parce que celui-ci active une blessure qui n'a pas totalement réglée. Ou bien lorsqu'un coach de vie se laisse entraîner dans une relation trop fusionnelle, lorsqu'il prend le bain avec son client, selon une formule consacrée, parce qu'il répond à un désir inconscient du client, et peut-être du sien également. Si le coach de vie n'est pas attentif à ce qui est en mouvement en lui, à ce qui se passe dans son corps, émotionnellement, psychiquement, énergétiquement, il peut rapidement encombrer la relation de ses propres transferts et contre-transferts. Il peut se laisser emporter dans l'histoire de l'autre. C'est ce que j'appelle, entre guillemets, prendre son bain avec le client. C'est-à-dire plonger dans le monde émotionnel de l'autre et parfois s'y noyer. Un accompagnant coach de vie reste sur la rive. Il ne plonge pas avec le client. Il tente, il tente, il tente de se tenir éloigné des transferts et contre-transferts et surtout, il veille à ne pas nager dans les eaux troubles du client. C'est la clé pour un accompagnement juste, respectueux et efficient. Pour éviter ces pièges, la supervision est indispensable. Elle permet au coach de vie de prendre du recul sur ses propres réactions, d'identifier ses contre-transferts et éviter qu'ils polluent la relation, d'affiner sa posture professionnelle en restant dans une, entre guillemets, neutralité bienveillante, et de ne pas déraper précisément de sa posture d'accompagnant. Sans supervision, le risque est grand de nager sans s'en rendre compte dans les transferts émotionnels du client. Et il faut bien le reconnaître, nos sacs à dos sont remplis d'histoires qui nous ont façonnés. Mais en coaching de vie, le sujet, que ce soit pour le coach de vie comme pour le client, le sujet n'est pas de continuer à marcher sous leur poids, c'est d'en prendre conscience pour avancer plus léger. Jung nous invite à voir le transfert comme une porte d'individuation, c'est-à-dire un processus par lequel nous intégrons les parties cachées de nous-mêmes pour devenir plus authentiques, plus libres dans nos orientations, nos choix, nos décisions. Ce qui émerge dans la relation comme transfert ou comme contre-transfert doit être perçu comme une opportunité, celle d'en savoir plus sur nous-mêmes, sur ce qui se dissimule encore dans notre inconscient et qui se révèle ici et là, sous forme de transfert ou de contre-transfert dans un accompagnement. Et enfin, il est important de souligner que le rôle du coach de vie face au transfert est d'être un témoin de ce qui se transfère, mais pas un acteur. Le coach de vie n'est pas un thérapeute. Il ne cherche pas à intervenir directement sur les dynamiques du transfert, ni à les analyser. Son rôle est d'accueillir, d'entendre, d'accepter ce qui s'exprime, d'être le témoin de ce qui est, sans se laisser emporter, sans prendre le bain avec la personne coachée. Car dans l'accompagnement, le coach de vie est convié à une histoire qui n'est pas la sienne. Il n'est pas là pour plonger dans le récit du client, et encore moins pour le modifier.
C'est une posture essentielle. Ne pas prétendre agir sur le transfert, mais permettre au client de le conscientiser, pour lui-même, pour ses choix futurs, pour un devenir plus libre, plus responsable. Car lorsque les transferts et contre-transferts polluent sans cesse un quotidien, il est difficile d'être réellement soi-même, d'être pleinement auteur et acteur de sa vraie vie. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, savez-vous ce que contient votre sac à dos? Quelles croyances, quelles expériences passées influencent encore votre manière d'interagir avec les autres? C'est sur ces questions que s'achève ce podcast. À bientôt pour explorer à nouveau ce qui nous façonne dans notre quotidien de coach et de vie. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos réflexions. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.